À vos questions. Du coup, je me présente, je m'appelle Héloïse Kawaishi, je suis avocate en droit de la famille depuis déjà quelques années, je préfère pas compter. Et je suis absolument passionnée par le droit de la famille, par toutes les découvertes que cela implique, tant dans ma vie personnelle d'ailleurs que dans la découverte de la nature humaine. Les situations sont toutes différentes. Je dis toujours à mes clients que la première chose qui importe pour moi, c'est que vous compreniez que je vous juge pas, que peu importe qui vous êtes, peu importe votre histoire, mon objectif, c'est de montrer en somme de l'empathie envers vous, de l'écoute, mais que votre histoire, personnelle est très importante, mais peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous avez fait, que vous soyez infidèle, que vous soyez polyamoureux, que vous soyez que vous ayez plusieurs personnes dans votre vie, que vous n'ayez pas participé au paiement de la pension alimentaire. Le rôle d'un avocat, c'est d'abord de vous écouter et de vous défendre. Donc voilà, écoutez, du coup, j'ai pas les questions, mais je vais quand même répondre, aux questions que j'imagine, parce que je commence à les connaître finalement un peu par expérience. La première question en général que vous me posez, c'est toujours vis-à-vis de la pension alimentaire, comment c'est calculé, comment ça marche. La pension alimentaire, c'est calculé euh, en fonction des besoins de l'enfant, des ressources de l'époux qui demande la prestation compensatoire, de ses charges également, c'est-à-dire de tout ce qu'il doit payer, et également des ressources et des charges de l'époux ou du parent, du parent qui doit payer la pension alimentaire. La pension alimentaire, elle est due à un enfant, pas elle s'arrête pas en fait à la majorité de l'enfant. C'est pas parce qu'un enfant atteint 18 ans qu'il va devoir arrêter, ne plus prétendre au droit à une pension alimentaire. En fait, c'est plus compliqué que ça. La jurisprudence considère, elle pose des critères qu'on appelle d'autonomie. C'est-à-dire, si l'enfant est autonome financièrement, et ben dans ces cas-là, le versement de la pension alimentaire va s'arrêter. Mais pour autant, si vous avez un enfant qui fait encore des études à 40 ans, vous imaginez bien que c'est pas possible, euh, de l'aider encore financièrement. Après, bien entendu, si l'enfant est dans une situation de détresse financière, vous demeurez en tant que parent, euh, vous devez encore l'aider et le soutenir financièrement. Mais là, après, c'est autre chose. Donc voilà. Alors, je vois Antoine qui commence à m'envoyer les questions. Du coup, je vais commencer à répondre aux questions. Alors, bonjour. Je voudrais savoir combien de temps ça va prendre le jugement de garde de mon fils. Merci beaucoup cordialement. Alors, cette question, vous êtes très nombreux à me la poser. Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Si vous avez un dossier hyper contentieux, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire la partie adverse? Il est possible, mais pas certain, il est possible qu'elle ne cesse de solliciter des renvois successifs. Or, si elle sollicite des renvois successifs, des renvois, ça veut dire des reports d'audience, qu'est-ce qui se passe? Si elle sollicite des reports d'audience, ça veut dire que le temps du procès va être allongé. Donc, de dire combien le jugement de garde, combien de temps ça va prendre, c'est très difficile. Et c'est d'autant plus difficile de répondre à cette question que les délais varient en fonction des juridictions. Si vous allez à Bobigny, ça va être particulièrement long. Parfois, vous allez attendre un an avant d'avoir une audience. Si vous allez à Paris, vous allez avoir des délais qui sont plus rapides. Si vous allez à Toulon, ça va être plus ou moins rapide en fonction parfois aussi des chambres. Donc voilà, c'est des questions qui sont trop générales et pour y répondre, eh ben, il faut contacter un avocat, se renseigner sur la juridiction qui sera en charge de régler votre dossier. Donc voilà, c'est une question très générale et pour laquelle il faut répondre au cas par cas. Alors, question suivante. Bonsoir. Au fait, pendant que j'y pense, vous pouvez bien entendu partager le live Facebook sur vos comptes, sur vos groupes. Ça m'aidera beaucoup. Et puis surtout, ce qui m'importe, c'est de rendre le droit de la famille accessible à tous, au moins de fournir quelques conseils dès à présent et que tout le monde puisse en bénéficier. Et surtout, c'est important pour moi de donner une image humaine du droit de la famille, que vous sachiez qui je suis, que je suis une avocate qui est accessible, à laquelle on peut parler et qui n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit sur sa vie et surtout que je me bats. Je me bats pour la défense des pères, je me bats pour la défense des mères, des enfants du coup, je me bats pour tout le monde parce que c'est essentiel pour moi de défendre les situations d'injustice. Alors, bonsoir. J'étais en garde alternée depuis 2 ans. Mon enfant a maintenant 3 ans. Étant militaire, j'ai été dans l'obligation de partir au mois d'avril en mission. C'était inscrit sur le jugement.
C'était ma dernière mission avec ma retraite, je suis marin. À partir d'avril, mon ex-conjointe a fait une demande de garde exclusive qu'elle gagne. Le juge estime que mon travail n'est pas stable pour l'enfant. Je fais donc un appel considérant que c'est dénigrant pour ma profession. Alors ça, dire que c'est dénigrant, c'est pas la question. La seule question qui doit guider le juge pour octroyer ou non une garde alternée, c'est pas ça. La seule question qui doit guider le juge, c'est est-ce que c'est conforme à l'intérêt de l'enfant? Sachant que c'est le dernier départ. 5 jours après le verdict, je reçois un mail de mon ex me disant qu'elle a effectué un déménagement, cinquième en 22 mois, pour rejoindre un nouveau compagnon dans l'Oise, soit à plus de 800 km de mon domicile, en inscrivant ma fille à l'école là-bas. Donc j'attends interjection en appel, mais je souhaiterais savoir que risque mon ex? Ai-je des chances d'avoir la garde de mon enfant? Le juge a-t-il les capacités d'imposer un déménagement à mon ex en vous remerciant de votre action et de votre aide? Alors, clairement, le fait de déménager du jour au lendemain pour une compagne, quoi, ou pour un ex-compagnon, pour un parent, c'est clairement une violation de l'autorité parentale de l'autre parent. Pour qu'une mère, un père qui a la garde des enfants puisse déménager, il faut l'en informer, il faut avoir des motifs valables. D'accord? Elle ne peut pas déménager comme ça. Surtout que visiblement, il y a clairement une instabilité de la part de madame, puisqu'elle a effectué de nombreux déménagements en l'espace d'un an seulement. De 22 mois, vous m'avez dit 2 ans, donc presque. Euh, donc clairement, et puis surtout, le fait qu'elle déménage seulement 5 jours après le verdict, c'est bien qu'elle attendait que ça, c'est qu'elle attendait que ça pour partir et elle a clairement menti, à mon sens, à la juridiction sur ses réelles intentions parce qu'elle aurait dû en prévenir la juridiction. Je souhaiterais savoir que risque mon ex. Ce qu'elle risque, en fait, c'est peut-être de perdre la garde des enfants. Mais ça va dépendre de la qualité de votre défense d'un point de vue pénal. Si vraiment les preuves ont été produites qui prouvent qu'il y a clairement une intention de vous nuire et non pas de protéger l'intérêt supérieur des enfants. Et puis il y a une autre question aussi qui se pose, c'est que dans votre situation, clairement, les enfants ont changé d'école. Ça veut dire qu'ils ont changé de type d'éducation. Est-ce que vous avez été consulté sur ces questions? Oui, non, vous en parlez pas, mais vous auriez dû dans tous les cas. Et puis, l'accord des deux parents est nécessaire pour inscrire dans une autre école. Donc, peut-être que vous auriez pu vous y opposer en disant, d'une part, je refuse que mon enfant soit désinscrit de l'ancienne école, je ne sais pas où ils étaient, et d'autre part, je refuse que mes enfants soient inscrits dans cette nouvelle école. Donc voilà. Ai-je des chances d'avoir la garde de mon enfant? Vous avez des chances, mais c'est pas gagné. Ça dépend de la défense. Mais clairement, vous avez des chances, mais le rôle d'un avocat, et vous le savez, je pense, c'est que il est impossible de garantir un résultat à une partie, à un parent, à un époux, à qui que ce soit. On est là, notre rôle en tant qu'avocat, c'est de porter votre voix, c'est de vous conseiller, de vous dire, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner ou je sais ce que ça va donner, je pense que ça va donner ça, mais jamais je ne vous dirai: «C'est sûr, on va gagner». Pourquoi? Parce que d mon expérience me dit qu'on a des situations malheureusement, vous me sentez convaincue, mais c'est vrai, on a des situations dans lesquelles où vous avez clairement des situations d'injustice, des jugements qui ne correspondent pas à la réalité des faits et pourquoi? Parce que la vérité juridique, c'est ce que je dis toujours, peu importe quelle est la vérité, même si ça vous choque, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qu'on prouve d'un point de vue juridique? Qu'est-ce qu'on prouve devant le juge? Si vous ne prouvez rien, si vous ne faites qu'affirmer, bien entendu que le juge ne va pas vous suivre. Et donc c'est dans ces situations-là, notamment qu'on retrouve dans des situations de sentiment d'injustice. Et c'est d'autant plus injuste que il y a un accès à la justice aujourd'hui qui est coûteux et que aujourd'hui, c'est pas toujours, on n'a pas toujours une défense qui correspond à ce qu'on voudrait, notamment quand on est à l'aide juridictionnelle. Donc effectivement, c'est des situations qui sont particulièrement délicates. Hem, donc heu, donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à me recontacter. D'ailleurs, sachez que vous pouvez tous me contacter, sur mon site par le biais de mon site internet Passis Lexis Family Law. Passis Lexis Family Law. J'exerce uniquement en droit de la famille. Au cabinet, on exerce uniquement en droit de la famille parce qu'on considère que le droit de la famille, c'est une matière à part. C'est une matière avec des sentiments qui sont
qui sont très forts, avec des sentiments qui sont changeants et que ça nécessite une expertise, une empathie, une écoute qui est propre à cette matière. Et que, sans compter qu'en soi, elle est également très, très technique, notamment quand on se pose des questions de liquidation de régime matrimonial, d'évaluation de la prestation compensatoire. Donc voilà. Alors, j'ai une petite question vis-à-vis de la prestation, de la pension compensatoire. Alors, j'ai pas compris votre question parce que, en fait, d'un point de vue juridique, le mot pension compensatoire n'existe pas. Soit vous voulez parler de pension alimentaire au titre du devoir de secours dans le cadre d'une procédure de divorce. Et donc, si c'est la pension alimentaire au titre du devoir de secours, c'est une somme qui est payée avant le prononcé définitif du divorce. J'espère que vous avez compris. À l'inverse, si vous me parlez de prestation compensatoire, elle est la suite logique. En fait, elle est la suite logique de la pension alimentaire versée au cours d'une procédure de divorce. Et en revanche, la prestation compensatoire, elle est versée au moment du jugement du divorce, du jugement de divorce. Donc ça veut dire que avant le jugement de divorce, on a la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours par l'époux le plus fortuné à l'époux le moins fortuné, et que lors du prononcé du divorce ou lors de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, dans ces cas-là, vous avez une prestation compensatoire qui est versée par l'époux à un autre. Sachez que je calcule avec un logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle Case Law Analytics le montant de la prestation compensatoire qui est due par un époux à un autre. En fait, ce qu'on fait, le problème pour l'évaluation de la prestation compensatoire, c'est que souvent, en fait, il y a plein de méthodes. Il y a 5 méthodes de calcul de la prestation compensatoire et ces méthodes donnent des résultats très éloignés. Et on s'est aperçu que ce qui donne aujourd'hui les meilleurs résultats, c'est clairement l'intelligence artificielle. C'est la technologie, surtout qu'en fait, ça va vous faire des calculs qui seront, comment dire, beaucoup moins chers. Donc, si vous avez besoin d'avoir une évaluation de votre risque juridique, donc une évaluation de la prestation compensatoire à laquelle vous pourriez prétendre en justice ou être condamné, vous me contactez, on se fait un call, j'entre toutes les informations dans le logiciel et ensuite je vous fournirai l'évaluation de cette prestation compensatoire, sachant que le document pourra bien entendu être produit en justice dans le cadre du contentieux. Et puis également la prestation compensatoire. C'est essentiel d'avoir une évaluation qui est propre à chaque juridiction. Pourquoi? Parce que ça vous permet, en théorie, de faire revenir la partie adverse à la raison ou à l'inverse, de justifier le montant que vous demandez à la partie adverse. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel précis, fondé sur des millions de décisions de justice, qui va vous fournir cette évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en quelque sorte, il y a une forme d'impartialité de l'avocat quand il communique avec l'autre avocat pour la négociation de la convention de divorce. Et puis le juge, il est ravi parce qu'on lui donne une évaluation qui est calculée avec un logiciel qui a fait ses preuves, sachant que ce logiciel est accessible seulement aux avocats et il n'est pas accessible aux personnes, aux particuliers, et que tous les avocats n'utilisent pas encore ce logiciel. Alors voilà, alors combien de temps maintenant vous me dites dure la pension alimentaire ou dure la prestation compensatoire? Alors la pension alimentaire, vous avez compris, c'est versé au cours de la procédure de divorce. À l'inverse, la prestation compensatoire, elle est versée au moment de du jugement de divorce. En principe, le principe, c'est que la prestation compensatoire, elle est versée en une seule fois. On dit qu'elle est versée en capital. Par exception, elle peut être versée sous forme de rente et elle peut également être versée en partie sous forme de capital et en partie sous forme de rente. Une rente, c'est quoi? C'est un paiement mensuel de la prestation compensatoire. Et on part notamment sur le paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente quand l'une des parties n'est pas en mesure de payer directement la prestation compensatoire sous forme de capital. J'aimerais bien vous poser la question, est-ce que vous avez compris? Ça fait très bizarre de ne pas vous voir, mais j'espère que vous avez compris et que j'ai répondu à vos questions. Alors, je prends la question.